L'ouverture cette semaine au musée d'Orsay de l'exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers mois nous a donné envie de parler justement de Van Gogh dans Blow Up. Car il se trouve que l'œuvre du peintre hollandais a traversé l'histoire du cinéma, inspirant, fascinant cinéaste et acteur, de quoi se poser un instant et faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, il existe de très nombreux documentaires sur Vincent Van Gogh. Il y a longtemps, à la fin des années 40, Alain Resnais a réalisé par exemple ce Van Gogh, Oscar du meilleur documentaire à l'époque, dans lequel le cinéaste raconte la vie du peintre en se focalisant exclusivement sur ses toiles, détails et inserts à l'appui. Une nouvelle palette, de nouvelles couleurs. Et de nouvelles lectures. Sinon, quelques années plus tard, Kijo Yoshida a réalisé ce Beauté de la beauté, série de documentaires sur la peinture, avec donc un épisode consacré à Van Gogh, dans lequel le cinéaste japonais revient sur les lieux où a vécu le peintre, en les mettant en perspective avec ses toiles. À part ça, dans les années 80, le cinéaste australien Paul Cox a proposé ce Vincent, la vie et la mort de Vincent Van Gogh, en se focalisant plus précisément sur les lettres que Vincent a envoyées à son frère Theo, lettres lues par l'acteur John Hurt, où l'on se rend compte que si Van Gogh est beau à regarder, il est aussi beau à lire et à écouter. We must not judge God from this world. It's just a study that didn't come off. It's only a master who can make such a blunder. And this life of ours, so much criticized and for such good reasons, we must not take it for anything but for what it is. And so go on hoping that in some other life, we'll see something better than this. Des lettres qui sont également au cœur du documentaire Van Gogh Painting with Words, réalisé par Andrew Hutton pour la BBC, un documentaire de facture plutôt classique, avec photos d'archives, peinture évidemment, The paintings become lighter and more colorful. Mais également reconstitution avec, dans le rôle du peintre, récitant, jouant ses lettres à Théo, un Benedict Cumberbatch à ses débuts, encore bien loin de Doctor Strange. I did a portrait of Dr. Gachet the other day. You have a face. The color of overheated and sun-drenched. Enfin, toujours au rayon documentaire, on s'en voudrait de ne pas citer ce Moi Van Gogh de Peter Knapp et François Bertrand, coproduit par la Géode, avec les pensées d'un Van Gogh aujourd'hui au musée d'Orsay, porté par la voix de Jacques Gamblin. Oreille coupée, fou, suicidé à 37 ans. Et aujourd'hui, le peintre le plus cher du monde. Parfois je me demande si tout ça n'intéresse pas les gens plus que ma peinture. Et puis surtout, la plongée dans les tableaux du maître, filmée en 70 mm IMAX et projetée sur l'écran géant de la Géode, même ici, en petit format, on peut presque se rendre compte de l'effet d'immersion, de submersion que cela devait procurer. Mais à part ça, eh bien de très nombreux cinéastes de fiction se sont également intéressés à Van Gogh, à commencer par Maurice Pialat, lequel a réalisé un célèbre film sur le peintre, avec Jacques Dutronc dans le rôle titre, mais quelque chose nous dit que nous y reviendrons. Alors commençons plutôt par Hollywood, car tout aussi connu, Kirk Douglas a incarné le peintre devant la caméra de Vincente Minnelli dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh, où l'on découvre tout d'abord Van Gogh dans sa première vocation, celle de prédicateur. Out of our sufferings, God teaches us higher things. He will. Puis les débuts dans la peinture, tout d'abord modeste, avant les premières toiles célèbres, mais aussi l'amitié avec Gauguin, incarné ici par Anthony Quinn. I painted him for you. Well, that's very friendly of you, Vincent. Et enfin le doute, le trouble et les pulsions suicidaires devant le miroir hors champ.
À part ça, à la fin des années 80, Robert Altman a lui aussi consacré un film au peintre, Vincent et Théo, avec Tim Roth dans le rôle de Vincent et Paul Rice dans le rôle de Théo. Un film sur la frénésie du peintre, sa fièvre au milieu des champs de blé ou au milieu des champs de tournesol. Et puis en clôture, un enterrement dans un certain anonymat. Et par opposition, en ouverture, une vente aux enchères particulièrement généreuse en archives chez Christie's, et l'instant d'après, soudainement, la chambre de Van Gogh, modeste, aux allures de cellule de prison. Oui, tout le paradoxe d'un génie reconnu très longtemps après, synthétisé en une coupe de montage et un empiètement sonore. 13 million. One more, it's unlucky. 13 million. That's 13 million now. At 13 million. Against you at 13 million, the bid is here. 13,500,000. Sinon, plus récemment, Willem Dafoe a lui aussi été Vincent Van Gogh dans At Eternity's Gate du cinéaste peintre Julian Schnabel, un film qui tente de retranscrire par tous les moyens cinématographiques possibles, montage très cut, caméra portée à l'épaule virevoltante, les vertiges d'un peintre désorienté au bord du malaise. Enfin, citons quelques cas un peu à part. Tout d'abord dans Rêve d'Akira Kurosawa, ce personnage que nous citions en ouverture, au musée, puis l'instant d'après, littéralement plongé dans l'étoile du maître. Mais aussi à l'inverse, dans le récent Van Gogh in Love, le peintre lui-même, incarné par Steve Dreesen, qui traverse le miroir et découvre le monde contemporain à la grande surprise de Frédéric Diefenthal. Enfin, le cinéma d'animation s'est aussi intéressé à Van Gogh, notamment dans ce long-métrage étonnant, La Passion Van Gogh, signé Dorota Kobiela et Hugh Welkman, avec les personnages et décors familiers du peintre qui prennent vie. Mais encore, eh bien, les toiles de Van Gogh sont aussi apparues ici ou là dans de très nombreux films. Par exemple dans Comment voler $1 million que William Wyler réalise au milieu des années 60, avec à Paris Audrey Hepburn et son père Hugh Griffiths, faussaire, qui appose la dernière touche à une copie d'un célèbre Van Gogh avant de le vendre très très cher. How kind of Van Gogh to use only his first name? I can sign him in half the time. Mais aussi l'imposture, toujours, avec dans Vincent et moi de Michael Rubo, cette jeune peintre qui accumule les croquis, en vend un pour une bouchée de pain, avant de le découvrir quelques mois plus tard, attribué à sa grande surprise à Van Gogh comme un dessin de jeunesse dans un livre consacré au peintre. À part ça, on vole également des tableaux de Van Gogh au cinéma, en tous les cas Wesley Snipes dans 7 Seconds, qui accroche dans son salon un tableau présumé de Van Gogh. Sinon dans Thomas Crown, le remake, Pierce Brosnan, amateur d'art, fomentant un vol de tableaux au Metropolitan de New York, est apparemment intéressé par quelques Van Gogh, avant de finalement porter son choix sur un tableau de Monet. Une scène qui nous fait penser qu'au cinéma, on admire beaucoup de tableaux de Van Gogh dans les musées, au Rijksmuseum d'Amsterdam, dans Vivre pour vivre de Claude Lelouch, beaucoup de tableaux de Van Gogh, parmi d'autres, avec le couple en crise Annie Girardot et Yves Montand, et un Yves Montand visiblement l'esprit ailleurs. Ou encore des Van Gogh au Berkeley Museum en Californie, dans Tombe les filles et tais-toi, avec Woody Allen et Diane Keaton. Bon, face à un tableau de Georges Rouault, mais Van Gogh n'est pas loin. If you could have any painting, what would you pick? A Van Gogh. Any Van Gogh. Me too. I feel some sort of a mystical attraction for Van Gogh. À part ça, quelques reproductions de tableaux de Van Gogh sont disséminées au cinéma ici ou là, dans la chambre de Shelley Winters, dans le Lolita de Stanley Kubrick, même si le tableau n'est ni nommé ni montré. And there's my little Van Gogh. Monet,
Et puis un tableau cette fois bien montré, une reproduction du Chant de blé au corbeau dans Vampire à Brooklyn, qui trône dans le salon du vampire Eddie Murphy et qui séduit Angela Bassett. Enfin une reproduction, il y a visiblement un doute. Is that the original? Yes, he's my favorite as well. So torn by visions that no one else around him could appreciate. You know, I find myself strangely drawn to his art. It's sort of an outlet for me. Enfin, on donne des cours sur Van Gogh, évidemment, en fiction. Julia Roberts dans Le sourire de Mona Lisa de Mike Newell. This is his self-portrait. There's no camouflage, no romance, honesty. Ou en documentaire, dans National Gallery de Frederick Wiseman, cette conférencière qui disserte sur la couleur dans les tournesols de Van Gogh et que l'on pourrait écouter pendant des heures. It's really yellow and green, but with this amazing blue stripe through it and a blue frame to the vase. And how does that use of blue, juxtaposed against that great splurge of yellow, represent something in the artist's mind? Bref, si on ajoute un livre sur Van Gogh, bientôt offert à Noël par Nicole Kidman, dans Eyes Wide Shut, si on ajoute Jean-Paul Belmondo, citant Van Gogh dans Pierrot le Fou, j'ai vu le café où Van Gogh, un soir terrible, a décidé de se couper l'oreille. On peut dire que l'œuvre du peintre est au cinéma partout. Le tableau La Ronde des prisonniers, refait dans Irma la Douce, ou dans Orange Mécanique. La nuit étoilée sur le Rhône, revue en ouverture de Trouble Every Day de Claire Denis. Ou encore les variations autour des tournesols qui envahissent le générique début du Bonheur d'Agnès Varda. Oui, Van Gogh partout, ce qui nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin à Vincent Van Gogh au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, revenons au Van Gogh d'Alain Resnais, l'un de ses tout premiers courts-métrages, rappelons-le, qu'il co-réalise en 1947 avec Robert Essens. En découvrant les premiers essais des grands cinéastes, il est de coutume de claironner un peu facilement que tout était déjà là, présent, bien en place. Eh bien, en l'occurrence, pour Alain Resnais, c'est vrai, car dès Van Gogh, tout était déjà là, présent, bien en place. En tous les cas, son goût pour le montage, l'explosion, le fragment. Un soir de Noël, le drame éclate. Dans un accès de folie, Van Gogh s'est tranché l'oreille. Notre numéro 4, La Nuit des Généraux, que réalise Anatole Litvak en 1967, avec une scène tout à fait saisissante au milieu du film, la visite privée sous l'occupation du musée du jeu de paume par un général de la Wehrmacht, incarné par Peter O'Toole, lequel va être littéralement électrisé par un tableau de Van Gogh, et au passage, à quand un sujet sur Peter O'Toole dans Blow Up. Toulouse-Lautrec, Le Divan. Renoir, nude, painted in 1910. Gauguin, on the beach from his Tahitian period. Another nude by Renoir. Soutine, Le Garçon d'étage. Degas, The Tub, painted in 1886. Van Gogh, Vincent, self-portrait, sometimes called Vincent in Flames, painted while in an insane asylum during the last years of his life.
Here, sir. A painting by Cézanne. Excuse me, sir, but... Never do that again. Notre numéro 3, revenons à Rêve d'Akira Kurosawa pour une scène que nous avons soigneusement gardée pour le top, la rencontre entre le visiteur amateur de Van Gogh et Van Gogh, incarné par Martin Scorsese, le tout sur un prélude de Chopin, Scorsese, Kurosawa, Chopin, Van Gogh, bienvenue selon la formule consacrée dans un monde parfait. Vous êtes Vincent Van Gogh, n'est-ce pas? Why aren't you painting? To me, this scene is beyond belief. A scene that looks like a painting does not make a painting. If you take the time and look closely, all of nature has its own beauty. And when that natural beauty is there, I just lose myself in it. And then, as if it's in a dream, the scene just paints itself for me. Yes, I consume this natural setting. I devour it completely and whole. And then when I'm through, the picture appears before me complete. But it's so difficult to hold it inside. Then, what do? I work, I slave, I drive myself like a locomotive. Notre numéro 2, la série Doctor Who, et plus précisément l'épisode Vincent et le Docteur, signé Richard Curtis, pour une autre scène fantasme. À la fin de l'épisode, Vincent Van Gogh, incarné par l'acteur Tony Curran, traverse le temps et atterrit au musée d'Orsay aujourd'hui pour assister à une consécration pour lui si inattendue, avec en point d'orgue la plus belle des déclarations du directeur de musée, incarné par Bill Nighy. Glad to be of help. You were nice about my tie. Yes, and today is another cracker, if I may say so. But I just wondered, between you and me, in 100 words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Well, big question. But to me, Van Gogh is the finest painter of them all. Certainly the most popular great painter of all time. The most beloved. His command of color, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before.
Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest men who ever lived. Vincent, sorry. I'm sorry, is it too much? No. They are tears of joy. Enfin, notre numéro 1, nous avions dit que nous y reviendrions, alors allons-y. Le Van Gogh de Maurice Pialat évidemment, avec quelques scènes de peinture particulièrement marquantes, en gros plan, avec cerise sur le gâteau, les mains de Maurice Pialat qui vont se substituer hors champ à celles de Dutronc et celles de Van Gogh, la mise en scène comme un coup de pinceau, comme un geste discret et dans le même temps fulgurant, silencieux et dans le même temps absolument assourdissant. Tiens, la Loddig.